Et pour évoquer cette étude YouGov pour AlixPartners qui nous en dit beaucoup sur le moral des Français. Elle concerne donc la consommation des ménages. Après une année 2025 et morose, eh bien cela devrait être pire pour l'année à venir. 43% des personnes interrogées prévoient de moins consommer en 2026. 48% disent déjà avoir moins consommé en 2025. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Alors la France affiche le pire score des 9 pays étudiés. Il y a la Chine, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne. Est-ce que ces chiffres, cette méfiance des Français, voire cette crainte, cette frilosité, est-ce que c'est la conséquence directe de l'instabilité politique que nous vivons actuellement ? Disons que c'est le seau d'eau qui a fait déborder le vase, c'est très clair. Dans notre enquête sur les problèmes jugés les plus importants par les consommateurs, c'est bien effectivement l'instabilité politique qui a primé ces derniers mois. Mais c'est à mettre en toile de fond d'un contexte beaucoup plus général qui est très, très morose. Ou qu'on regarde la géopolitique, la situation climatique, enfin bref, les facteurs d'inquiétude sont extrêmement nombreux et les Français ont une propension à être pessimistes qui est assez remarquable. Nous sommes les champions d'Europe du pessimisme. Ouais, Et alors... les derniers indicateurs qu'on a collectés là montrent que ça s'est encore dégradé au cours du trimestre qui vient de s'écouler, quoi. Ouais. Alors, le matelas d'épargne aussi des Français, lui, et c'est une conséquence évidemment, il n'a jamais été aussi élevé. 6 400 milliards d'euros de côté. Le taux d'épargne, eh bien, il atteint presque 19% des revenus disponibles. Les Français donc ont de l'argent, comme on dit, de côté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les faire consommer ? Alors attendez, quand vous dites que les Français ont de l'argent de côté, il faut démoyenniser, c'est absolument essentiel parce qu'on a quand même une partie de la population en bas de l'échelle de revenus qui tire la langue, qui exprime un fort sentiment de contrainte budgétaire et qui n'est vraiment pas en mesure d'épargner, voire qui est obligé de s'endetter pour arriver à boucler les fins de mois. On va sortir prochainement des données sur les découvertes bancaires, c'est impressionnant, il y a une proportion importante de Français qui ont besoin du découvert bancaire pour boucler le fin de mois, quoi. Et donc l'épargne, elle est concentrée quand même sur les hauts revenus qui ont bénéficié d'abord de la crise sanitaire parce qu'ils n'ont pas beaucoup dépensé, ils ont épargné beaucoup. Et puis ensuite, les revenus du patrimoine étaient, avec les taux d'intérêt élevés, étaient très attractifs. Et donc effectivement, on a accumulé une épargne. Le FCE a calculé qu'en gros, on a un supplément d'épargne par rapport à l'avant-Covid de 270 milliards d'euros. Donc c'est colossal, mais c'est concentré sur les 20% des foyers les plus riches. Et ceux-là, ils n'ont pas tellement envie de consommer parce que épargne de précaution avec tous ces facteurs d'incertitude, d'inquiétude dont on en a parlé tout à l'heure, ça incite plutôt à mettre de l'argent de côté. Et puis par ailleurs, et ça dépasse les classes favorisées, dans nos enquêtes, on observe une petite perte d'appétit pour la consommation. En gros, on a l'impression que soit on n'a pas la tête à ça, la légèreté de la consommation n'est pas au diapason de l'ambiance générale, soit, ce qui serait encore plus profond, ça y est, on a déjà un petit peu tout, je moyennise encore, et le désir s'essouffle, d'où d'ailleurs du côté des vendeurs, les promotions, on vient de commencer les ventes privées, les promotions permanentes, les pseudo-innovations pour essayer d'entretenir la flamme du désir de consommation. En tout cas, tout ça fait que la consommation est morose, effectivement. On va terminer l'année avec une consommation à plus 0,8, c'est-à-dire à peine un peu plus que la croissance démographique, et les prévisions pour l'année prochaine sont pas bonnes. Effectivement, pour aller dans votre sens, 43% selon une étude Odoxa parue jeudi dernier, 43% des Français ont comme souhait principal pour l'année à venir augmenter le pouvoir d'achat. Et effectivement, l'épargne ne concerne pas forcément tout le monde. Que dire de cette frilosité des Français ? Vous l'avez dit, il y a le sentiment d'avoir déjà un peu tout. Il y a aussi chez les Français le fait de faire des choix. Alors ça aussi, ça les différencie des autres pays. C'est-à-dire que au lieu de reporter une dépense, on décide d'y renoncer. Les Français renoncent. Oui, renonce. Alors, ce qui a été marquant ces dernières années, c'est que de voir une baisse de la consommation alimentaire en volume. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait acheté moins de produits alimentaires. Je ne parle pas seulement d'acheter des produits moins chers, on en achète moins en quantité. Et là, c'est assez troublant parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu dans le passé.
Là, on a le sentiment que face à la montée des dépenses contraintes, celles qu'on ne peut pas négocier, son loyer par exemple, ou l'essence qu'il veut mettre dans la voiture, l'alimentaire, pour une partie de la population, est devenu une variable d'ajustement. Et effectivement, dans nos enquêtes aussi, on a une proportion importante de Français qui nous disent, sont même plus de 30%, être obligés de s'imposer des restrictions sur l'alimentaire. Alors ça baisse un peu, ça va mieux. Ça, c'était quand même l'effet du choc inflationniste qu'on a connu. Donc c'est en train de s'estomper à mesure que le souvenir de l'inflation est passé. Et je vous rappelle qu'il y a encore des produits très inflationnistes dans l'alimentaire, comme le chocolat ou le café, ou la viande de bœuf, et ça marque beaucoup l'humeur et l'appréciation que les Français se font de l'inflation en général. Et Sabrina Modjaber. Oui, bonjour monsieur. Alors vous expliquez très Bonjour. bien que les inquiétudes des Français sont au carrefour entre l'angoisse de la politique actuelle, le poids fiscal qui pèse sur leurs épaules, l'inflation que vous avez rappelé sur le prix des aliments, qui réduisent donc le périmètre de vie des Français. Que faut-il faire aujourd'hui? Quelle serait la mesure économique la plus propice pour redonner justement un petit souffle d'espoir pour que les Français puissent enfin se projeter dans des actes ou des habitudes de consommation plus importantes qu'elles ne l'ont été ces dernières années? C'est au final la consommation sur le moyen terme. Le rythme de croissance de la consommation est dicté par le rythme de croissance du pouvoir d'achat. Et le rythme de croissance du pouvoir d'achat lui-même est dicté par le rythme de croissance de l'économie. Donc en réalité, l'enjeu il est là. C'est comment on peut renouer en France avec une croissance économique un peu plus ferme qui permettrait de distribuer plus généreusement du pouvoir d'achat. Donc on a distribué, face à des vents contraires exceptionnels, ces dernières années, on a distribué du pouvoir d'achat par la dépense publique, Oui. et on en voit les conséquences aujourd'hui. Ouais. Donc les Français ont compris qu'avec le niveau d'endettement de la France aujourd'hui, je rappelle comme c'est près de 70 milliards qui partent en charge de la dette, quoi. C'est vraiment de l'argent mis par les fenêtres. Ils sont aussi conscients que c'est fini, le quoi qu'il en coûte est désormais loin derrière nous, et qu'au contraire, ils savent pas exactement à quelle source ils vont être mangés, mais ils savent bien que d'une manière ou d'une autre, le fait de devoir assainir les comptes publics va peser sur leur pouvoir d'achat. Donc malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de magicien. On ne va pas pouvoir répondre à cette aspiration à la croissance du pouvoir d'achat comme ça, très simplement. La seule variable en fait sur laquelle on pourrait jouer, mais qui est politiquement délicate, c'est la redistribution. C'est-à-dire qu'en gros, à défaut de pouvoir faire grossir le gâteau, le répartir différemment pour que ceux qui sont les plus en difficulté peut-être sortent un peu la tête de l'eau en prenant un peu à ceux qui ont beaucoup et qui pourraient vivre quasiment aussi bien avec un tout petit peu moins. Mais c'est déjà un peu inscrit dans les discussions budgétaires actuellement puisqu'on a remonté la fiscalité sur les très très hauts revenus. Ouais. Alors Philippe Moati, un dernier chiffre sur lequel je voulais vous faire réagir. Il vient de la dernière note de l'INSEE. 64% des Français estiment que la France se dirige vers de sombres perspectives à l'horizon 2026. Est-ce que les Français aussi sont quelque part responsables d'être trop pessimistes? Alors, je ne sais pas si on est responsable d'être trop pessimiste. Alors, ça a des conséquences sur les comportements et qui, peut-être, du coup, alimentent la morosité économique ambiante. Mais effectivement, il y a un très fort sentiment que les choses ne vont pas bien, quoi. Alors, il faut vraiment distinguer, quand on pose ce genre de questions, le ressenti sur l'évolution collective, la France, le monde, etc., et le ressenti sur sa propre évolution. Et on est généralement beaucoup plus optimiste pour soi que pour le reste du monde, en quelque sorte. Donc ce pessimisme, il est effectivement très concentré sur, on a le sentiment que le monde fout le camp, quoi. Et les Français au record, sans doute aussi parce qu'on a été des enfants gâtés, qu'on a peut-être une conscience aiguë de tout ce qu'on est en train de perdre, que le sens de l'histoire, ça avait été pendant longtemps de conquérir du mieux, des avantages sociaux, davantage de pouvoir d'achat, davantage de confort. Et là, on a le sentiment que le sens de l'histoire, c'est plutôt d'accepter des renoncements et de perdre. Et ça, on peut comprendre que quand on est dans un État comme la France, qui est un État généreux, qui est à la pointe de l'État-providence, ce ressenti pèse très lourd sur la manière de percevoir l'avenir et donc affecte les comportements d'épargne et de consommation. Merci à vous Philippe Moati. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'université Paris Diderot, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Merci pour toutes ces explications que vous avez adressées ce midi sur Europe 1.